Décryptage global vous présente aujourd'hui toute l'actualité, c'est-à-dire de l'Afrique en Europe jusqu'en Amérique. On va sans doute commencer. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous sur cette chaîne, la chaîne où l'actualité devient facile et accessible à tous. Alors sans plus tarder, on commence. Recomposition institutionnelle en Afrique de l'Ouest, l'axe Sénégal-Bénin-Niger. On va commencer cette vidéo par ce sujet. On va parler de la reconstitution institutionnelle en Afrique de l'Ouest, principalement axée au Sénégal, Bénin, Niger. La transition managériale au Sénégal entre incertitude et relationnalisation. Vous allez constater que le jour là, au Sénégal, il y a eu quelques tensions. Donc on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Let's go! Le Sénégal traverse une phase de profonde restructuration de ses équilibres politiques internes, marquée par un déplacement stratégique de ses principaux acteurs de pouvoir, limogé de ses fonctions de Premier ministre le 22 mai 2026 par le président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko a rapidement retrouvé un ancrage institutionnel de premier plan. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé sa réintégration parlementaire le dimanche 24 mai, ouvrant la voie à son élection triomphale le mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, 26 mai 2026, comme 14e président de l'institution législative. Donc, Ousmane Sonko a été réélu à l'Assemblée nationale. Et il devient ainsi le 14e président de l'Assemblée nationale du Parlement sénégalais actuellement. On poursuit notre quête. Obtenant 132 voix sur 165, le leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, succède à El Malik Ndiaye, démissionnaire le 24 mai. Donc vous allez constater que lorsque Ousmane Sonko a démissionné de son poste, ou bien lorsque le président Bassirou Faye Diomaye a limogé Ousmane Sonko, le président actuel du Parlement sénégalais avait démissionné. Donc il avait démissionné pour pouvoir donner de la place, ou du moins pouvoir céder sa place à Ousmane Sonko. C'était bel et bien un plan bien structuré. On poursuit. Ousmane Sonko, dont les campagnes législatives antérieures s'étaient structurées autour de thèmes très polarisants comme la criminalisation de l'homosexualité, s'est empressé de prôner un dialogue responsable avec le gouvernement afin de conjurer le spectre d'une paralysie institutionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, lors de sa campagne législative, il avait pour thème majeur la criminalisation de l'homosexualité, c'est-à-dire le bannissement total de l'homosexualité. Son but ultime était de radier complètement l'homosexualité. Voilà, on continue. Pour remplacer Ousmane Sonko à la primature, le président Faye a opté pour la rigueur technocratique en nommant Hamadou Al-Aminou Lo le 25 mai 2026. Ce choix marque une volonté claire d'assainissement macroéconomique au détriment de l'agitation politique militaire. Jusque-là, j'espère que vous suivez très bien. Donc, on poursuit. Il doit relever les défis urgents, c'est-à-dire le monsieur que le président actuel du Sénégal vient de nommer, c'est-à-dire Hamadou Al-Aminou Lo. C'est ces missions actuelles-là, je suis en train de lire comme ça. Il doit relever les défis urgents, tels que tension inflationniste, assainissement budgétaire et pilotage du programme stratégique Sénégal 2050. C'est-à-dire les Sénégalais se sont déjà fixé des objectifs en tant que Ousmane Sonko. Donc il est venu pour
en quelque sorte s'appuyer encore sur ces objectifs dont ils avaient fixés afin de pouvoir mieux voir clair encore dans ses objectifs, afin de pouvoir bien orienter ses objectifs en fait. Donc c'est sa mission à lui ça. Les objectifs là existaient déjà. Donc lui sa mission c'est de venir appuyer encore les objectifs que le président Bassirou avait évoqués. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc on poursuit. Le contexte demeure hautement volatile, comme en témoigne la décision de l'agence Bloomfield le 26 mai 2026 de placer la note souveraine du Sénégal sous perspective négative, alimentant ce que les analystes décrivent comme une période de grande incertitude. Ça suit, on continue. Voilà, là maintenant on vient de finir avec l'actualité sénégalaise. Tout ce qu'il faut savoir actuellement sur le Sénégal, c'est ce que je viens de vous donner ça. Premièrement, vous devez retenir que Ousmane Sonko avait été limogé par son collègue Bassirou Diomaye Faye. Il a été limogé. Puis, 2 jours après son limogeage, le président actuel du Parlement a démissionné pour pouvoir céder sa place à Ousmane Sonko, pour pouvoir permettre à Ousmane Sonko de revenir à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, ça se joue toujours des deux côtés, ça se joue toujours. Ousmane Sonko n'est pas totalement resté dans l'ombre. Il s'est encore affiché en tant que maintenant président de l'Assemblée nationale. Et les choses peuvent se passer encore. Donc, restez branchés pour les prochaines actualités encore. On continue avec l'actualité européenne. On rentre maintenant en Europe. Et on va aborder comme thème ou comme grande ligne le durcissement des fronts de l'Est et enquête transcontinentale, la menace russe sur Kiev et le durcissement des sanctions européennes. Voilà, c'est pas chose nouveau. On a appris récemment que la Russie a encore fait de grandes menaces sur Kiev. Donc je vais vous le lire tout à l'heure. Le conflit russo-ukrainien a franchi un nouveau seuil d'intimidation le 26 mai 2026. Le ministère russe de la Défense a formellement ordonné aux ressortissants étrangers, y compris aux diplomates en poste à Kiev, d'évacuer immédiatement la capitale face à l'imminence de frappes de haute précision visant les infrastructures de commandement et le complexe militaro-industriel. Vous voyez, donc cela montre vraiment que cette guerre est très loin de finir. On peut dire même que c'est maintenant que la guerre vient de commencer. À voir ce message clair que je viens de lire là, on peut dire que c'est maintenant la guerre commence. Du moment où les Russes sont en train de dire à leurs migrants, c'est-à-dire qu'ils sont en Ukraine là-bas, d'évacuer et de revenir en Russie, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Donc cette guerre est très loin de finir. On poursuit. Cette mesure extrême se veut une réponse directe à l'attaque de drone menée par l'Ukraine le 22 mai contre les dortoirs d'un lycée à Starobilsk. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un nom dans la langue russe, donc c'est un peu compliqué à lire. Mais c'est en quelque sorte une riposte. Les Russes ont riposté. Parce que vous allez constater que récemment, les Ukrainiens avaient mené une attaque sur la capitale de la Russie, à Moscou, qui avait visé un lycée. Donc en riposte, la Russie aussi a mené une très grande attaque qui a visé aussi quelques bâtiments en Ukraine, à Kiev, la capitale de l'Ukraine, bien entendu. On poursuit. Voilà. Voilà. En zone occupée de Lugansk, qui a coûté la vie à 21 adolescents. C'est-à-dire ces frappes ukrainiennes du moins, avaient coûté la vie à 21 adolescents. En réaction à la brutalité continue des offensives russes, voilà,
le Conseil de l'Union européenne a publié le 26 mai 2026 le règlement, c'est-à-dire Union européenne 2026-1164, actant un nouveau train de sanctions économiques et de restrictions ciblées contre la Russie. Donc, compte tenu de ces ripostes russes, l'Union européenne a pris encore de nouvelles mesures qui sanctionnent, ou du moins qui endurcissent encore les sanctions qui étaient là économiquement. Donc, là maintenant, la Russie est dans pétrin. Ils ont encore pris des mesures très sophistiquées pour pouvoir sanctionner davantage la Russie à cause de ces ripostes que la Russie a menées hier, c'est-à-dire le 25 mai 2026. On poursuit. On revient encore en Afrique, en RDC, où une maladie fait rage. Je dirais une ancienne maladie, puisque la maladie là a existé en temps. La dite maladie s'appelle Ebola. Vous allez constater que depuis plus d'une semaine déjà, cette maladie fait déjà à la une des internautes sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de décortiquer un peu là-dessus également. Alors, sans plus tarder, on commence. On dit crise sanitaire et instabilité politique régionale. La sécurité sanitaire de l'Afrique centrale est gravement compromise par la propagation rapide de l'épidémie d'Ebola. Qualifiée d'urgence de santé publique internationale par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, on poursuit. Le foyer s'est étendu à la province du Sud Kivu, notamment dans la zone de santé de Miti Moureza. Ça, c'est des provinces de la RDC là-bas. Au 26 mai 2026, l'Est de la RDC recense plus de 900 cas et 220 décès suspects, tandis que 5 cas et un décès ont été confirmés en Ouganda. Et là, ça devient sérieux, puisque de jour en jour, ça s'aggrave. De jour en jour, ça s'aggrave. Maintenant, on a plus de 900 cas et plus de 220 décès. C'est compromettant. Ça menace vraiment la santé internationale. On continue. L'instabilité sécuritaire locale nuit grandement aux opérations humanitaires. Face à cette menace de propagation transfrontalière, l'Afrique CDC a émis un bulletin d'alerte identifiant 10 pays d'Afrique centrale et de l'Est particulièrement exposés. Donc les mesures sont en train de se prendre toujours. L'OMS est en train d'énumérer toujours les pays qui ont contracté cette maladie, en quelque sorte, afin de mettre en isolement certaines personnes qui se retrouvent dans ce pays et qui sont contaminées également. Vous voyez, non? Donc, on poursuit. Ok, on est toujours en Afrique, mes chers téléspectateurs. Et pour cette fois-ci, on revient au Bénin, où a lieu récemment l'investiture du président de la République du Bénin, du nouveau président de la République du Bénin, qui est Son Excellence Romuald Ouadaï. Alors, on va ensemble décortiquer encore sur son investiture. Il y en a plein de points clés qu'on doit découvrir ensemble. Au Bénin, la transition politique s'est concrétisée le dimanche 24 mai 2026 par l'investiture officielle de Romuald Ouadaï au palais des congrès de Cotonou, succédant à Patrice Talon. C'est clair là, c'est Patrice Talon qui était le président. Il a cédé sa place à Romuald Ouadaï. On continue. Ancien ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire Ouadaï, il a remporté l'élection présidentielle du 12 avril 2026 avec un score de 94,27% des voix, très largement dominant. C'est ce qu'on appelle la majorité absolue. Le scrutin, caractérisé par l'absence de l'opposition radicale, notamment le Parti des démocrates, incapable de concourir, s'est soldé par la défaite marginale de Paul Onkpé. Voilà, au Bénin,
Je vous explique les choses terre à terre. Il n'y avait pas d'opposition radicale. Il n'y avait pas d'opposition redoutable. En quelque sorte, il n'y avait pas d'opposition incontournable. Les choses étaient très flexibles. Donc l'opposition était minoritaire, si on peut le dire ainsi. L'opposition était minoritaire au point où même si elle ne participait pas, même ça serait mieux, si on peut le dire ainsi. Donc ce qui a favorisé sans doute l'élection du président actuel de la République du Bénin. Il avait une très large domination sur le territoire national du Bénin. On continue. Dès le 25 mai, le président Wadayi a nommé son épouse Nathalie Villette Wadayi, une banquière influente, au rang de première dame et a installé un gouvernement resserré de 24 ministres. Aristide Guy Doho y assume la fonction de sécurité générale de la présidence en remplacement d'Irénée Oupaki. Cette passation de pouvoir d'une rapidité chirurgicale contraste fortement avec l'inertie politique observée dans les pays voisins comme le Cameroun. Le principal impact géopolitique de cette élection réside dans le dégel spectaculaire des relations entre le Bénin et le Niger, gravement détériorisé depuis le coup d'État de juin 2023 à Niamey. Donc, vous allez constater que depuis que Mohamed Bazoum n'est plus au pouvoir, le Bénin et le Niger ont connu quelques tensions géopolitiques qui a même entraîné à la fermeture de la frontière. Donc là, maintenant, les liens sont en train de se nouer encore davantage puisque on a assisté, le Niger a envoyé son ministre des Affaires étrangères assister à l'investiture du président Wadayi. Donc, ce qui montre que les liens sont en train de se nouer toujours encore à davantage. On poursuit. On dit, le principal impact géopolitique de cette élection réside dans le dégel spectaculaire des relations entre le Bénin et le Niger, oui, j'ai évoqué ça, gravement détérioré depuis le coup d'État de juillet 2023 à Niamey, oui. Mohamed Wadayi a accueilli lors de son investiture une délégation nigérienne de très haut niveau. Voilà ce que je viens de dire là maintenant. Menée par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein et le ministre de l'Intérieur Mohamed Toumba. Voilà. Donc, rectification, ce n'était pas le ministre des Affaires étrangères. C'était le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. C'est capté? Ok, on poursuit. Cette visite jette les bases d'un réchauffement bilatéral et d'une réouverture prochaine de la frontière commune. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà évoqué que ici, les frontières étaient fermées. Voilà. Là, maintenant, je suis en train de parler de la réouverture des frontières, dont la fermeture prolongée asphyxie les transporteurs et le flux du port de Cotonou. Donc ça, les fermetures de ces frontières-là ont lésé complètement les transporteurs. Vous imaginez transporteurs qui vendent des cultures vivrières, du moins, et qui a beaucoup plus de clients au Niger comme ça. Maintenant, les frontières sont fermées. Il est en faillite. Il va vendre ces vivriers-là à qui? Vous voyez, non? Les conteneurs des Nigériens qui quittent l'Europe, l'Amérique et autres sont bloqués ici, au port, puisque les frontières sont fermées. Donc, c'est compliqué. C'était vraiment compliqué pour les voisins nigériens. On poursuit. Pour sceller ce rapprochement, l'ancien ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan, a été nommé ministre délégué à la Défense nationale. Un choix crucial dans une sous-région menacée par l'expansion terroriste. Voilà. Il faut les expérimenter vraiment pour pouvoir bien battre le terrorisme. Voilà. On poursuit.
Ok, je crois qu'on finit petit à petit avec l'Afrique. Maintenant, on rentre dans une guerre qui peut durer pendant des années, un peu comme la Russie et l'Ukraine. On vient maintenant au Moyen-Orient, la crise du Moyen-Orient, l'érosion des cessez-le-feu et la volatilité économique. C'est très important. Donc, on commence. La rupture du compromis américano-israélien et l'intensification des frappes au Liban. C'est de ça il s'agit exactement. Le fragile cessez-le-feu conclu le 8 avril 2026 entre Washington et Téhéran. Washington, la capitale des États-Unis, Téhéran, la capitale de l'Iran, a volé en éclats dans la nuit du 25 au 26 mai 2026. Il vous rappelle que ces deux pays étaient en négociation afin de pouvoir trouver un accord sur la situation actuelle du détroit d'Ormuz, où de centaines de navires sont bloqués dans la mer du détroit d'Ormuz. Donc, ils étaient au point de pouvoir trouver un accord. Et subitement, Washington a attaqué de nouveau l'Iran. On rentre en profondeur. Les forces militaires américaines ont mené des frappes dites d'autodéfense dans le sud de l'Iran, ciblant des lance-missiles et des navires légers dans la province de Hormozgan. Selon le commandement central américain, ces forces iraniennes s'apprêtaient à mouiller des mines marines dans le détroit stratégique d'Ormuz. L'attaque a causé la mort de 4 marins de la garde républicaine iranienne. C'est grave ça. Téhéran a dénoncé une violation intolérable de la trêve et a affirmé avoir abattu un drone américain. Donc, eux aussi, ils ont riposté. Ils ont essayé d'abattre un drone américain. On poursuit. Ils ont essayé d'abattre un drone américain et a affirmé avoir abattu un drone américain. Voilà, MQ-9 Reaper au-dessus du Golfe. Donc, c'est le nom du drone là, ça. Le successeur de la ligne dure, le guide suprême Mojtaba Khamenei, a profité des commémorations du Hajj pour fustiger l'ingérence américaine et réitérer ses slogans de confrontation. Et vous suggérez que l'Arabie Saoudite était rentrée dans l'affaire là aussi en insistant sur le cessez-le-feu pour la simple raison qu'actuellement il y a les pèlerins en Arabie Saoudite là-bas pour le Hajj. Donc ils devaient respecter ce délai de cessez-le-feu pendant au moins un mois pour pouvoir permettre aux pèlerins de faire bien leur Hajj en paix et revenir également en paix. Donc là maintenant, Donald Trump vient de violer ce cessez-le-feu. On continue. Simultanément, sur le front Est, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné une intensification massive des opérations militaires au Liban contre le Hezbollah, foulant au pied les termes de l'accord du 17 avril 2026. Vous voyez, Israël et le Liban aussi avaient des accords de cessez-le-feu. Là, maintenant, Israël vient de violer encore cet accord de cessez-le-feu. C'est toujours ces pays-là qui provoquent les choses comme ça. Hein. Israël ou États-Unis. Vous voyez? Donc, les pays arabes sont toujours calmes d'abord pour l'instant. Ok, on poursuit. Des vagues de bombardements sur Tyr et la Beka ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné l'exode des derniers habitants de la banlieue sud de Beyrouth. Le bilan humain depuis le 2 mars s'élève désormais à près de 3200 morts au Liban et plus d'1 million de déplacés. C'est grave, c'est grave. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en visite diplomatique en Inde, a tempéré les attentes d'une résolution rapide en indiquant qu'un accord global pourrait prendre plusieurs jours. Il a affirmé que l'administration Trump exigeait un accord parfait ou rien, excluant toute concession active
sur le dossier nucléaire. Donc, pas de fabrication d'armes nucléaires. Pas de fabrication d'armes nucléaires selon les Américains. Eux autres, ils veulent interdire à tout prix la fabrication d'armes nucléaires par n'importe quel pays. Mais eux, ils ont le droit, ils ont ce droit-là de pouvoir fabriquer leurs armes nucléaires, mais pas l'autorisation des autres pays. Voilà. De son côté, la diplomatie iranienne a toutefois obtenu de la FIFA la garantie d'obtenir des visas américains pour que son équipe nationale puisse disputer la Coupe du Monde cet été. Le 11 national devant établir son camp d'entraînement à Tijuana, le long de la frontière mexicaine. Vous voyez encore ce problème? Les Américains ont refusé d'héberger les joueurs iraniens sur le sol à cause du conflit qu'il y a entre eux et les Ukrainiens et les Iraniens actuellement. Donc là maintenant, ils ont essayé de demander hospitalité du côté de la Mexique. La présidente de la Mexique a accepté leur demande. Donc désormais, les joueurs iront là-bas et souvent prendre des vols aller-retour pour leur match seulement pour jouer aux États-Unis. Ils n'ont pas le droit de siéger sur le territoire américain. Bon, les amis, nous voici enfin à la fin de cette vidéo. La chaîne sur laquelle on fait un décryptage global afin de pouvoir cibler toute l'actualité du monde entier, que ce soit l'actualité africaine, européenne, américaine, peu importe. On essaie de faire un résumé de chaque point clé accompagné des commentaires. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, commentez, partagez. On se dit à la prochaine pour de nouvelles informations de l'actualité. Voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.